Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Nous sommes en studio avec le directeur de la radio Planète, Constant Yawedo. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Et on est ici aussi avec le rédacteur en chef du quotidien de l'abattoir, Gamé Goubi. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Brassaga et bonjour au doyen. Vraiment, c'est un doyen. D'ailleurs, leur présence est utile ce matin, il faudrait préciser, parce que nous voulons parler de Mathieu Kérékou, ce père, je dirais, le révolutionnaire qui est devenu démocrate et qui a montré son potentiel dans cette République. Nous savons tous que le feu président Mathieu Kérékou a fait. Il est mort un 14 octobre et hier, on fêtait ses 6 ans d'anniversaire de décès. Constant Yawedo, que vous rappelle ce monsieur-là? Merci. Mathieu Kérékou va rester tout le temps dans l'histoire de notre pays, un grand homme. Un grand homme pour 2 ou 3 raisons. La première raison est que il a marqué sa présence dès les premiers jours de notre indépendance, en côtoyant les premiers dirigeants, plus particulièrement le feu président Hubert Maga, dont il a été l'aide de camp. Très remarquable. Et après, il faut remarquer aussi que Mathieu Kérékou a été celui qui a connu une longévité qui n'existait pas et qui n'existera plus. Une longévité au pouvoir. Et troisième chose, c'est que c'est le président qui a passé de la dictature à la démocratie. Je crois que ces 3 éléments font de l'homme une figure incontournable de l'histoire politique de notre pays. Et je le disais, aide de camp du président Hubert Maga, pour rappeler juste une histoire de Mathieu Kérékou qui, au cours d'un déplacement avec le président en tant qu'aide de camp, a abandonné le président et est rentré au pays, dit au chef d'état-major que son président, entre griffes, a été indiscipliné et qu'il a laissé donc de courir pour aller le chercher, parce que un soir, le président devrait se déplacer pour aller à une petite fête à réjouissance, et en tant qu'aide de camp, il a dit au président de ne pas y aller. Le président a dit, mais c'est pas possible, tous mes collègues y vont. Il dit, mais c'est à toi que le chef d'état-major, c'est à moi qu'il a remis, c'est dans mes mains qu'il a remis ta sécurité. Et je dis, là, je ne t'autorise pas à y aller. L'autre dit, mais tous les collègues ne veulent pas y aller, je vais faire chose. Il a insisté, il est parti. Mathieu Kérékou est rentré au pays, dit au chef d'état-major, mais ton président n'a pas été discipliné et je l'ai laissé, donc il faut courir pour aller assurer sa sécurité. Vous voyez, ça prouve que c'est un militaire. Et avant d'être militaire, il est un homme de conviction, il est un homme de parole, il est quelqu'un qui a une personnalité, qui l'affirme. Vous voyez, donc c'est cet homme-là qui est devenu président de la République après. Il a formé pendant quelques années le gouvernement militaire et après, c'est lui qui a accepté encore introduire les civils dans son gouvernement. Donc, c'est un homme d'ouverture, un homme qui accepte beaucoup de compromis. Il a dit, nous l'avons entendu, qu'on ne dira jamais voici la tombe de l'ancien, qu'on dira que la tombe de l'ancien président, on ne dira jamais, on ne va jamais le doigter pour dire voici l'ancien président. Et il avait les moyens de le faire, la dictature était à son comble, il avait tout à sa disposition, mais arrivé à un moment donné, il a relâché, il a accepté revenir sur sa position. Donc c'est un homme de consensus.
Et c'est confirmé à la conférence nationale. Donc, c'est des valeurs qui ont fait de l'homme un baobab autour duquel la politique de notre pays a beaucoup évolué. Et quand il est devenu démocrate, vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe un peu dans certains pays, Mali, Burkina et autres, Dakar un peu et autres, on a vu Mathieu Kérékou, la manière dont, après ses 2 mandats, il a dit « je m'en vais ». Il avait la possibilité de faire tout ce qu'il voulait parce qu'il y avait, même jusqu'à aujourd'hui, on sent quand même que quand on dit Mathieu Kérékou, quand ça commence par bouger, et on sent qu'il a laissé un héritage. Pour finir sur la question, ce qui est retenu de Mathieu Kérékou aujourd'hui, pour nous qui avions traversé une certaine période avec lui, c'est le patriotisme qui aujourd'hui a un problème. Le patriotisme. Oui, le patriotisme. Pendant la période révolutionnaire, on a pu inculquer aux Béninois le patriotisme. Vous circulez, vous entendez un coup de sifflet, ça veut dire que le drapeau béninois est en train de monter. Vous ne cherchez même pas à savoir de quel côté. Vous vous arrêtez et vous vous mettez au garde à vous. Et dès que vous entendez l'autre coup de sifflet, ça veut dire que c'est terminé et vous reprenez. Quand c'est comme ça, vous avez peur de la chose publique. Vous avez du respect pour la chose publique. Vous avez du respect pour la République. Et c'est ça aujourd'hui qui n'existe plus. Il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui ont fini même les études, qui n'ont jamais salué le drapeau. Qui n'ont jamais salué le drapeau. Oui, ça joue beaucoup sur nous aujourd'hui, le patriotisme. Gamin Goubi, voilà ce que nous rappelle le doyen. Il faudrait préciser, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission, que sa présence aujourd'hui est utile parce que c'est eux qui vont nous rappeler, bien que nous aussi, nous avons eu la grâce des chances de pouvoir nous retrouver avec les écrits, mais nous vivons cela en live ici. On parle de Mathieu Kérékou, Gamin Goubi. Exactement, je ne sais pas si je ferai une description aussi exhaustive que le doyen qui a l'avantage quand même de nous avoir devancé et par rapport à l'âge, par rapport à certaines choses. Mathieu Kérékou, c'est vrai, nous l'avons connu également dans notre jeune âge et nous avons eu le temps d'entendre parler de lui et de ce qu'il a pu faire à la tête du pays dès qu'il a pris le pouvoir dans les années 1972 à la faveur d'un coup d'État. Comment est-ce qu'il était engagé à changer le cours des choses, à mettre fin à cette spirale des coups d'État que nous avons vécu juste après les indépendances de 1960. Donc c'était quelqu'un qui est revenu provoquer une certaine révolution à la tête du pays. On a connu ce concept-là, grâce à Kérékou, le marxisme, le léninisme, d'aucuns restent encore jaloux, je dirais, et très attachés, n'est-ce pas, à ces concepts-là aujourd'hui. C'est vrai que l'héritage qu'aura laissé Mathieu Kérékou, il faudrait peut-être en faire un roman, en faire toute une encyclopédie. Certains disent aujourd'hui même qu'il faut préserver quand même cet héritage-là. Le doyen a parlé tout à l'heure du patriotisme. C'est vrai, sous la Révolution, il y a eu quand même la dictature, il y a eu une manière forte de gérer les choses, une appréhension, une approche de gouvernance que beaucoup ne partageaient certainement pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer, n'est-ce pas, de cette période-là. Aujourd'hui, il a parlé du patriotisme, il a parlé de l'emblème du drapeau national. Dès que vous entendez le coup de sifflet, vous arrêtez. Effectivement, je me rappelle, dans les années 86-87, vous ne pouvez pas un vendredi comme il y a des heures, les vendredis, pour mettre fin au service, à l'activité au niveau de nos administrations, de nos écoles. On sifflait et puis tout le monde, vous êtes à moto, vous êtes à voiture, vous devez vous attendre. Je me rappelle encore de ces périodes-là. Et ce que j'ai reçu, ce que j'ai retenu de l'homme et qui m'a beaucoup épaté, c'est cette magie. Je parle de magie parce que quelqu'un qui arrive quand même à opérer une transition de la dictature, une dictature véritable et formelle, une dictature pure et dure, passer de cette étape-là pour devenir un démocrate bon teint. Franchement, c'est
c'était totalement une magie, même quand Kérékou, dès que après la période post-conférence nationale, qu'il a repris le pouvoir dans les années 96, beaucoup, quand il proférait des paroles bibliques, beaucoup ne croyaient pas que Kérékou était véritablement dans cette posture de démocrate, dans cette posture d'homme qui était véritablement engagé à faire respecter les libertés publiques, à préserver la dignité de la personne humaine. Alors que quelques années plus tôt, 17 années durant, il a presque martyrisé le peuple dans la logique de changer un peu le cours des choses. Je pense que cette magie-là, il faut parvenir à le réaliser, il faut parvenir à le faire. Kérékou, c'est quand même beaucoup d'années au pouvoir. Kérékou, je me demande s'il ne faille pas l'enseigner également à nos enfants, parce que l'histoire fait partie de l'histoire. C'est celui-là, grâce à qui aujourd'hui, je peux le dire d'une certaine manière, nous avons notre démocratie a pu susciter l'admiration au niveau du continent. C'est celui-là, grâce à qui on nous appelle aujourd'hui berceau de la démocratie en Afrique, parce que nous étions pratiquement les premiers à avoir provoqué cette assise nationale, cette conférence qui a fait de nous un pays où la démocratie règne désormais, où le pluralisme économique, le multipartisme intégral a été prononcé, le libéralisme économique, quelques concepts qui, à la croisée des chemins, ont fait leur temps, ont disparu parce qu'il fallait également adapter la réalité là au contexte actuel, tout ça. Donc Mathieu Kérékou, je pense que c'est tout un livre, c'est tout un roman. Et il faudrait l'enseigner dans nos écoles. Tout un livre et tout un roman. Chers amis auditeurs, auditrices, nous allons élargir le spectre de la réflexion sur Mathieu Kérékou. En 1972, il disait quelque chose pour justifier un coup d'État. Après son coup d'État du 26 octobre 1972, le commandant Mathieu Kérékou se justifie. À la question d'un journaliste français sur le motif du coup d'État, Kérékou répond: le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. On est à peine 3 millions, 3 présidents, c'est trop. Nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. Constant Yaouedou, vous devez vous rappeler de ces propos de Mathieu Kérékou. Est-ce qu'à l'époque, n'avait-il pas raison? Il avait parfaitement raison de mettre fin au conseil présidentiel, parce que ça n'existe dans aucun pays. Et je le disais, on peut tout penser, mais il faut retenir que Mathieu Kérékou est un homme qui s'est beaucoup cultivé. Pas quand il est devenu président, mais il faisait l'effort de se cultiver, parce que dès qu'il a pris le pouvoir, les options qu'il avait défendu étaient quand même des options justes, et vous sentez que il a de l'expérience, où il a cherché quand même à s'informer. Il n'est pas resté seulement militaire dans les casernes, non. Il sait de quoi on parle, parce que il a côtoyé des politiques. Il est resté beaucoup proche du pouvoir, et il s'est cultivé, il connaissait vraiment des choses. Donc, diriger un pays avec 3 présidents de façon alternative et tout ça, on sent que on n'est pas en train de jouir de l'héritage que nous avons reçu de la colonisation, ou tout au moins c'est de l'insulte à l'intelligence des Béninois, qui se faisait remarquer à l'époque de la mauvaise manière. Donc en réalité, quand on sait ce que les élites étaient dans ce système-là, les Français, les Sénégalais, les Ivoiriens et les Dahoméens, que c'est au Dahomey que quelque chose comme ça allait se passer. Je vais venir en 1990 et parler avec Gabin Goubiyi, parce que là, vous avez déjà aussi une maturité certaine, permettez-moi de le dire de cette façon. Et donc, en 1990, il y a le général Mathieu Kérékou qui faisait profil bas, et il disait: nous ne sommes pas en guerre contre les forces vives de la nation, et en conséquence, nous leur demandons pardon. Pardon au nom de l'amour de notre patrie, au nom de l'amour de notre peuple,
et au nom de l'amour du prochain. Il parle du patriotisme, de l'amour et du pardon. Est-ce que réellement aujourd'hui, cet héritage-là de Mathieu Kérékou est pérennisé, Gabin Goubi? Déjà, quand il parle de pardon, de l'amour et du patriotisme, je crois qu'il faut situer ces propos-là dans leur contexte. Effectivement, dans le temps, on avait pratiquement un pays où certains se sentaient totalement mis à l'écart, certains sentaient leurs droits totalement violés, un pays pratiquement divisé où beaucoup de nos compatriotes étaient contraints à l'exil et le pays était presque à terre. Il y avait des problèmes au niveau de l'administration, on arrivait presque à ne pas payer des salaires pour ce qu'on nous a raconté, parce que dans le temps j'étais encore très jeune. Donc il y avait quand même beaucoup de situations conjoncturelles qui compliquaient véritablement les choses. Et c'est là qu'il faut saluer le sens de sagesse. Il faut saluer cette humilité de Mathieu Kérékou qui a su percevoir la notion de l'utilité d'une réconciliation nationale, l'utilité de convoquer une assise. Et je remercie au passage tous ceux-là qui ont œuvré, qui se sont véritablement mis à la tâche pour que cette assise-là soit effective. Je salue au passage ce prélat, Monseigneur Isidore de Souza, de regretter mémoire, qui a joué un rôle de sentinelle, un rôle très crucial dans ce tournant de notre histoire. Donc je trouve aujourd'hui, quand Kérékou parle de pardon, quand il parle de réconciliation, quand il parle de patriotisme, c'est que le pays avait besoin de se réconcilier. On avait besoin d'aller à la même table et de nous pardonner mutuellement. Et je sais que c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y avait des turiféraires de ce régime-là, des régimistes purs révolutionnaires qui ne voulaient pas que Kérékou prenne la décision de déférer aux recommandations de cette grande assise, mais Kérékou a transcendé tous ces clivages partisans, toutes ces velléités personnelles pour faire prévaloir, je peux dire, l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est là toute la grandeur d'esprit de l'homme. C'est là qu'il faut saluer ce sens-là, parce que Kérékou, dans le temps, le doyen Yahweh l'a rappelé tout à l'heure, avait le privilège de s'éterniser au pouvoir. Effectivement. Il avait le privilège de continuer, mais il a su ne pas voir ses intérêts personnels à lui pour ne voir que l'intérêt supérieur de la nation, et il s'est donc éclipsé pour que la conférence soit souveraine. Et dès qu'il a déclaré la souveraineté de cette conférence-là, vous avez vu le tonnerre d'applaudissements qu'il y a eu au niveau du PLM à l'époque. Donc je trouve que Kérékou, c'est un grand homme, c'est une icône qu'il faudra véritablement vénérer au-delà du fait de perpétuer son nom à travers le stade général Mathieu Kérékou. Il y a le jardin de Mathieu Kérékou, voilà, qui est en cours de téléchargement. Il faudrait le dire. Véritablement trouver des créneaux pour rendre des hommages plus significatifs à l'homme. Nous allons donc cultiver le champ de la réflexion de certains propos de Mathieu Kérékou. Il disait lors de la conférence nationale, il disait au nom de l'intérêt supérieur de la nation et du peuple béninois tout entier, nous disons que les décisions prises par la conférence seront appliquées dans l'ordre et la discipline librement consentie. Ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la capitulation, c'est une question de responsabilité nationale. Décidément, il est animé d'un génie que personne ne peut comprendre, Constant Yahweh. Ah oui, Mathieu Kérékou, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'humilité. On ne dira jamais voici l'ancien président, c'est mon tombeau qu'on va montrer, et on dit tout ça là de lui aujourd'hui, ça veut dire que c'est un homme d'humilité après tout. Vous voyez, et cette humilité a été cultivée. Et il a dit tout à l'heure le rôle que Monseigneur de Souza a joué pendant cette période-là. Et dès que ça voulait coincer, il se déplace pour aller à la maison. Et je ne veux pas trahir le secret, puisque tout est clair aujourd'hui. Il y a le professeur Alain Aliou, ancien ministre Aliou, qui était avec Monseigneur Isidore de Souza. À chaque fois qu'il quittait le PLM pour aller chez Mathieu Kérékou, les deux passaient à Sainte-Rita, chez Monseigneur de Souza, pour prier
avant de prendre le chemin des Filao. Vous voyez, donc, il y avait... l'ambiance était fortement spirituelle aussi. Et c'est pour ça que Mathieu Kérékou, il faut l'étudier autrement. Je ne sais pas si c'est faire grandir son nom simplement qui va être l'objectif de la fondation Mathieu Kérékou. Je crois qu'il faut trouver les scientifiques pour qu'on puisse sortir beaucoup d'éléments que la jeune génération, la génération future pourront exploiter. Je le dis, la chance aussi a été que Mathieu Kérékou a été chrétien. Il a été chrétien et il est resté chrétien. Nous sommes dans un état laïque. Nous sommes dans un état laïque. Oui. Je voulais en venir pour dire que la laïcité, c'est la libre... c'est une liberté de choix religieux. Mais je voulais insister pour dire, quelle que soit notre religion, il faut que nous restions fidèles. Et convaincus. C'est par là que la grandeur vient. Vous prenez la Bible du début jusqu'à la fin, vous lisez, ça se résume à 2 mots. Amour, pardon. Quand vous avez de l'amour pour quelqu'un, vous pardonnez la personne. Quand vous pardonnez quelqu'un, c'est que vous l'aimez. Donc, c'est pour dire, et toutes les religions prônent l'amour et le pardon. Vous voyez, donc, c'est ça qui a beaucoup plus joué. Et parce qu'il a décidé de pardonner, il a aimé, parce qu'il a dit j'aime mon peuple, et là il a pardonné, et il reste maintenant le patriotisme qui est la base du développement. Quand nous n'avons pas le patriotisme, nous ne pouvons pas développer, notre pays. Patriotisme, il faudrait le dire, c'est vrai que c'est une question sur laquelle nous allons revenir plus tard, parce qu'aujourd'hui, on ne sent pas, je ne sais pas, dans la République béninoise, est-ce que réellement tout le monde est patriote? Il faudrait le préciser. Nous allons revenir, et pour finir, avec ce sujet sur Mathieu Kérékou en 1996, où Kérékou, à nouveau au sommet de l'État, battu aux premières élections de l'ère du renouveau démocratique, Mathieu Kérékou prend sa revanche sur Nicéphore Soglo à l'élection présidentielle de 1996. À sa prise de fonction en avril 1996, Mathieu Kérékou déclare, et ces propos-là beaucoup savent de quoi s'agit-il, il dit nous étions en haut, nous sommes descendus en bas, nous remontons en haut, Gabin Gobi. Kérékou, dans le temps, il faut rappeler également que Nicéphore Dieudonné Soglo a été le premier ministre de transition. Il a pris le pouvoir par la suite et il était pratiquement le joker de ceux qui étaient là à l'époque contre le général Mathieu Kérékou. Il a gagné en 91, il a été le premier président de l'ère du renouveau démocratique. Après, la classe politique a commencé à trouver des raisons de ne plus continuer, peut-être à soutenir, à porter Nicéphore Dieudonné Soglo. Et il y avait quand même beaucoup de politiciens à l'époque. Je me rappelle Albert Tevoué-Guiré, Bruno Amoussou, Adrien Mbedji, ainsi de suite. Et tout cela avait dans le temps, avait vu qu'ils ne pouvaient pas faire le poids face au président d'alors Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est là qu'ils sont allés chercher Kérékou. Kérékou qui pratiquement avait été au cœur de la crise qui a prévalu juste avant la conférence nationale. Kérékou sur qui les populations avaient presque jeté la pierre et qui a refusé entre-temps aux policiers de ne pas tirer dans la foule. À Porte-Novo, vous voyez, donc, il y a un exemple du genre à Porte-Novo. De ne pas tirer dans la foule malgré que sa vie était pratiquement menacée. Donc Kérékou qui était vomi pratiquement du peuple, voilà que Kérékou là qui devient pratiquement pour ces politiciens l'alternative crédible qu'il fallait face à Nicéphore Soglo. Et effectivement, ça n'a pas raté. Kérékou est revenu au pouvoir, désormais en démocrate. C'est comme si... moi je prends ça comme une récompense, le fait de s'être humilié, d'avoir
de s'être incliné devant la conférence nationale, devant les recommandations de cette assise, de la conférence nationale, c'est comme si Dieu l'a élevé autrement. Et Kérékou, c'est vrai qu'il était pratiquement vomi, c'est là il dit, nous étions pratiquement bas. Nous savons que Kérékou, c'est l'homme des citations. Vraiment. D'ailleurs, je vais lire une dernière, le caméléon, il faut le dire, avec sa canne. C'est vrai que nous n'allons pas tout débattre ici, sinon nous allons parler aussi donc de cela. Mais je vais sur la révision de la Constitution. Les propos de Mathieu Kérékou sont assez édifiants, il faudrait le dire. Il dit le caméléon va regagner la présidentielle en 2001. À la fin de ce dernier mandat constitutionnel, il revise de réviser la Constitution pour s'accrocher. Et voilà ce qu'il dit. Constant Yawedeou, il dit ceci. La Constitution dit vous êtes candidat pour 5 ans. Merci. Renouvelable une fois. Merci beaucoup. Vous vous êtes lancé dans l'aventure. Si Dieu vous a permis de franchir la première étape, 5 ans, la deuxième étape, vous êtes au bout du rouleau et vous vous entêtez en disant je vais réviser la Constitution. Alors vous ne respectez plus la volonté de Dieu. Vraiment, hein? Vous avez parlé de chrétienté tout à l'heure. Vous voyez, là où Mathieu Kérékou a placé le pouvoir. Oui. C'est-à-dire que nous sommes un peuple de croyants. Et vous sentez que quand nous croyons en quelque chose, nous croyons vraiment en la chose et nous nous donnons à ça. Bon, quand ce en quoi vous croyez, vous trahissez, vous voyez ce à quoi vous pouvez vous attendre, la punition divine. Il a dit tout à l'heure, il était en bas, il est remonté, Dieu l'a récompensé. Mais Dieu te récompense et toi tu veux te récompenser davantage avec un troisième mandat. Avec un troisième mandat pour un convaincu de la religion qui a peur de Dieu, pas peur du Seigneur, mais peur de Dieu Tout-Puissant. Il ne peut pas oser en arriver jusque là. Donc il a peur de Dieu. Il faut la peur de Dieu. Donc dans tout ce que nous devons faire, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, Dieu vous accompagne, vous réussissez. Nous sommes un peuple fortement spirituel, fortement religieux. Et nous réussissons à travers ça. Donc il faut que nous mettons ça dans les acquis. D'accord. Constant, pour respecter la crainte, je dirais la crainte divinatoire. Il faut nécessairement donc la voix. Mathieu Kérékou en parlait. Lui, il a placé son pouvoir sous le sceau de la crainte de Dieu et il a précisé que si vous outrepassez donc ce que la Constitution a prévu pour lui, c'est que vous ne respectez plus la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui sur le continent, nous sommes en train de voir qu'il a raison. Avis aux différents chefs d'État africains donc qui s'éternisent. On a vu ce qui est en train de se passer voilà, qui s'éternisent au pouvoir. Bon. Nous allons passer au deuxième sujet et je le disais tout à l'heure, nous allons nous consacrer donc à cette manchette du journal Le Potentiel de Adrien Atikpator, si je ne me trompe, qui affiche à sa manchette cataclysme politique, dissolution et fusion des partis politiques de la mouvance. Enfin, 2 grands blocs autour de Talon. Le ministre Jean-Michel Abimbola retourne au BR. Moël Bénin de Ayagi va se fondre dans l'UP. Le PRD de Adrien Mbegui et l'UDBN de Prudencio en fusion avec le BR. Gamegoubi. Oui, quand il dit 2 grands blocs autour de Talon, je pense qu'il n'apporte aucune nouvelle information. On savait tous, vous et moi, que Talon a toujours eu des grands blocs autour de lui. D'ailleurs, le quotidien, le matinal avait déjà commencé par aborder la question. Donc, quand il parle de bloc, il veut parler certainement de l'Union progressiste et du bloc républicain, qui sont les 2 blocs qui officiellement ont reçu la bénédiction du chef de l'État. Les autres, c'est vrai, c'est le soutien du chef de l'État, mais Patrice Talon a toujours souhaité, voulu que ces partis-là se fondent dans les grands ensembles. Et je vais dire que c'est un peu dans cette ligne ou dans ce sillage-là que le quotidien Le Potentiel certainement se situe. Parce que moi, je n'ai pas d'éléments probants pour affirmer aujourd'hui que le PRD, Moël Bénin, ils ont tous dans l'optique d'aller vers... Pour ce qu'on sait, c'est que l'UDBN a eu
des contacts très poussés au niveau du bloc républicain. Et d'ailleurs, tout à l'heure, donc, ce sera formalisé, voilà. Je pense d'ici demain. En tout cas, tout à l'heure, il y a une rencontre, tout à l'heure, mais au palais des congrès, où ils vont se voir, et demain, ce sera officiel ou formalisé entre les deux nations-là. Maintenant, pour le reste, ces autres partis qui soutiennent justement les actions du chef de l'État, certainement que nos confrères de Le Potentiel sont dans le secret des dieux, mais pour l'heure, le PRD, ni le PRD, ni Moël Bénin, aucun dirigeant n'a pour l'heure formellement émis cette volonté ou n'a trahi, n'a révélé les intentions de se fondre dans ces blocs-là. Mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce qu'aujourd'hui, ça aurait été l'idéal. C'est d'ailleurs l'objectif du chef de l'État que les partis qui veulent soutenir ces actions se fondent dans ces deux grands ensembles, ce qui leur sera bénéfique d'ailleurs parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces différentes formations politiques ont déjà fait le preuve de la réforme du système partisan. Vous parlez de fusion. Tout à l'heure, dans votre journal, dans le quotidien, le matinal, on lisait à la manchette, je dirais à l'oreille droite, que regroupement des forces politiques de la mouvance UDBNB, adhésion aux fusions. Il y a l'auteur de cet article-là qui se posait une question parce que quand on parle de fusion et d'adhésion, il y a une nuance qu'il faudrait faire à la matière. Est-ce que ce sont des fusions qui auront lieu ou des adhésions? Parce qu'il faut être précis là-dessus. Je peux être formel là-dessus, c'est des fusions. Il s'agit d'une fusion, c'est-à-dire l'UDBN va disparaître au profit du BR. C'est vrai que nous on s'est posé la question compte tenu du flou qui entretenait les négociations, cette actualité-là, mais par la suite nous avons pu joindre le responsable de cette formation politique, en l'occurrence Mme Anastasie Obachabi-Maforikan, qui a révélé que c'est vrai, ils ont pris la décision d'aller vers le BR, mais il s'agira d'une fusion. En tout cas, ils vont disparaître au profit. La semaine prochaine, nous allons débattre de la fusion pour analyser, décortiquer ce que gagne chacun des partis. Mais Constant Yawedeou, le PRD de Adrien Mbegui, est-ce que vous voyez ce parti politique dans cette affaire de fusion, d'adhésion ou de dissolution, je ne sais quoi? Pas très exactement. Mais en politique, tout est possible. Tout est possible, mais le PRD, pour son histoire et ce qu'est le PRD, dans une fusion, ça risque d'amener beaucoup de problèmes parce que, il faut le dire, c'est un dont les militants ont une certaine fierté. Défendre une certaine fierté. Mais quand c'est comme ça et que vous faites la fusion, vous rentrez dans un grand ensemble, ne nous leurrons pas, à l'UP et au BR, ce n'est pas facile parce que c'est déjà des fusions de base. Donc ça n'est pas facile. On avait des partis politiques qui se résumaient seulement au bureau politique, qui se sont retrouvés avec des partis qui ont véritablement des militants qui avaient 7, 9 députés à l'Assemblée, des gens qui n'arrivaient même pas à avoir un conseiller communal ou plus d'un conseiller communal, qui se sont retrouvés dans la fusion et qui se disent nous avons les mêmes droits. Donc pour un PRD qui est ce que il a été, si ce n'est pas les tests, le PRD aurait la mairie de Porto-Novo. Donc pour un parti qui pouvait avoir la mairie de la capitale, vous voyez, se fondre dans un bloc et ne pas avoir les privilèges qu'il faut, ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Les regroupements dans lesquels le PRD s'est retrouvé ont toujours fini par avoir des difficultés. Toujours pas la difficulté. Donc il faut reconnaître qu'il y a une certaine fierté qui se défend de ce côté. J'attends de voir les thèmes. Nous restons tellement dans l'expectative où nous restons attentifs. C'est vrai que le PRD est resté toujours jaloux de son identité. Le PRD a toujours voulu s'affirmer au plan politique, mais je pense qu'ils ont éprouvé, cette posture-là a été durement éprouvée à la faveur des dernières élections communales et municipales. Vous avez vu, le parti n'a pu franchir la barre des 10%. Aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. Le système partisan a été réformé.
Et il y a des exigences au plan, dans ce code-là. Il faudrait que votre parti ait désormais un ancrage national pour concourir au partage des sièges. Quand même, vous doutez donc de la performance. Je ne doute pas. Les résultats en 2020 l'ont démontré. Le PRD aura certes avoir la majorité à Semepodi, à Porto Novo et à Yara. Mais aujourd'hui, le résultat avec le système partisan, le PRD, n'a aucun conseiller communal. Je rappelle, il y a une période où le PRD devait se mettre ensemble avec d'autres partis politiques et ils étaient même jaloux de leur nom en réalité, de leur logo donc, en réalité. Et donc, se mettre dans le BR, dans le temps, aujourd'hui, à la croisée des chemins, si eux-mêmes font le bilan, avec le recul, ils doivent peut-être nourrir des regrets de n'avoir pas dans le temps. Peut-être qu'ils travaillent en soudine pour renaître de leur centre, on ne sait pas. On attend de voir, mais toujours est-il qu'avec le contexte actuel, à moins qu'il y ait un cataclysme sauf de ma part, il serait difficile pour le PRD de réaliser tout ça. Parce que si pour des élections locales, des élections de base, des élections de proximité, vous n'êtes pas parvenu à réaliser 10%, je me demande si c'est des élections législatives où vous aurez quand même, vous avez plus de marge de manœuvre au plan national, je me demande si c'est possible pour eux de l'avoir. Le PRD était un parti vivoltant, il faudrait dire, quand il est dans un passé lointain, parce que c'était l'opposition. Mais cette fois-ci, le parti de Maître Adrien Mbegui, qui a décidé donc de goûter à la mouvance présidentielle, est en train de baisser la garde. C'est comme si sa place n'est pas là. Constant Yawedo, quelques secondes. Mais Adrien Mbegui l'a déjà dit que je ne ferai plus l'opposition. Donc ça a été une déclaration. Donc cette démarche aujourd'hui n'étonne pas véritablement, mais c'est la cohabitation du PRD avec d'autres qui font problème parce que déjà aujourd'hui nous avons déjà d'autres leaders dans l'OME, dans le bastion du PRD. Maintenant, quand le PRD va se fondre, comment est-ce que ça pourra se passer? Parce que je crois que c'est le BR qui dirige la mairie de Porto Novo. Non, c'est l'UP avec Nyakoti. Bon, vous voyez, maintenant, quand c'était avec le BR que le PRD voulait faire alliance, elle a fait chose. Maintenant, c'est la chose. Nous aurons le temps de... Est-ce qu'il y a une vision politique vraiment... Nous aurons le temps d'observer le PRD. Nous allons passer très rapidement à notre dernière rubrique, la rubrique Ma note sur 10. Vous choisissez une personnalité, que ce soit dans le domaine sportif, le domaine culturel, le domaine politique, et vous attribuez une note sur 10. Je commence par vous, Gabin Goubi. Ma note ira au ministre des Affaires étrangères de la coopération, Aurélien Agbenossi, qui certainement a su jouer un rôle déterminant dans l'élection du Bénin au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une actualité qui en a eu hier, ça témoigne un peu de la vitalité de notre diplomatie. Vous lui donnez combien? Je lui donne 8 sur 10. 8 sur 10 pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, il faudrait préciser. Aurélien Agbenossi, Constant Yawedo, pour finir. Ça va être le ministre Abdoulaye Biotchane pour avoir réussi à la fusion, à avoir l'UDBN parce que il est en train... Vous lui donnez combien? Je lui donne 8,5 sur 10. 8,5 parce que les objectifs de base du président de la République à avoir de grands ensembles, il est resté dans cette vision-là et il est en train de réussir. Merci à vous, chers confrères. Merci à vous, Constant Yawedo. Merci à vous, Gabin Goubi. Je précise que vous êtes respectivement directeur de la radio Planète, le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. En tout cas, de l'émission de cette semaine. Nous allons retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.